bienvenue à toutes et à tous. C'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et ce matin, on va du côté de Lyon à la rencontre de Inès Sivignon. Salut Inès. Coucou. Alors Inès, tu es rédactrice web, formatrice et plein d'autres choses, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort de ton profil LinkedIn. Tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu fais ? Oui, carrément. Donc effectivement, je suis rédactrice web freelance, c'est mon cœur de métier, on va dire. Donc j'aide les entreprises à gagner en visibilité et en crédibilité sur le web grâce à la rédaction de contenu. Donc grossièrement, c'est la rédaction d'articles de blog, de posts sur les réseaux sociaux, de newsletters, de livres blancs, bref, tout ce qu'on rédige et qu'on retrouve sur le web. Et à côté de ça, j'ai effectivement une activité de formatrice, toujours en rédaction professionnelle, où là, je vais former soit au storytelling, soit à la rédaction web, au métier, tout simplement. Au métier de rédacteur web freelance, comme moi. Bon. Et dernièrement, je t'ai vu animer des émissions et des podcasts, non, il me semble ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai une petite émission, donc je suis très active sur LinkedIn, et j'ai eu envie de renouveler un peu ma stratégie de communication en lançant notamment une émission mensuelle live sur le content marketing de manière générale. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite des invités, des experts dans le content marketing pour parler de tips rédactionnels, de tips de rédaction et de parcours personnel aussi. Ah, c'est vrai que de plus en plus de monde, s'exprime sur les réseaux, parle d'eux, font pas mal de personal branding, parlent de leur entreprise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, hein, puisque la communication digitale prend une part importante dans le marketing aujourd'hui. Oui, carrément. De toute façon, pour être visible, il faut se rendre visible. C'est-à-dire que c'est pas en restant dans son coin et en priant tous les matins qu'on va avoir de la visibilité. Il faut créer du contenu, il faut se mettre en avant, mais pas de manière péjorative, hein, vraiment créer du contenu pour se rendre visible. Et c'est vrai que on a besoin aussi d'incarner cette communication-là. Partager des tips, partager des conseils, c'est mettre en avant son savoir-faire, mais faut aussi montrer qui est derrière l'entreprise. C'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus recherché et on le voit d'ailleurs puisque c'est souvent les contenus plus personnels où on parle de ses réussites mais aussi de ses échecs qui cartonnent souvent sur LinkedIn notamment. Ouais, ben justement, tu faisais un post il y a quelques jours où tu te livrais un petit peu plus que d'habitude. On reviendra dessus si tu veux. Où tu parlais de motivation au travail, de sensibilité, de vulnérabilité et de Ulysse Lubin que j'ai interviewé dans un autre épisode. Ok. Tu parlais de partager tes victoires, mais aussi tes échecs, des moments de down, des pensées négatives. Donc voilà, on est typiquement dans le mental en fait, typiquement dedans. C'est donc, ça, et on verra, je sais pas si tu vois effectivement que tu veux qu'on revienne après, mais les événements de la vie quotidienne, que ce soit de la vie professionnelle ou personnelle, ont forcément un impact sur notre mental et notre motivation. Après, c'est justement comment accueillir ces émotions et comment rebondir aussi pour pas que ça nous handicape totalement et nous paralyse totalement dans notre vie. Alors, de toute façon, on va y revenir dessus, mais avant, la tradition du podcast, c'est qu'on fait toujours un petit portrait chinois de l'invité, avant même de commencer et de parler du mental. Mais on commence par quelque chose d'un peu plus divertissant et qui permet un petit peu de mettre des couleurs sur l'invité et pour mieux le connaître avant d'attaquer cette partie-là. Alors, si t'es OK, on attaque. Un petit portrait chinois en quelques questions. Vas-y, c'est parti. Alors Inès, ta couleur préférée, c'est laquelle et pourquoi ? Ma couleur préférée,
c'est pas vraiment une couleur, on va me dire que c'est pas une couleur, mais c'est le noir. Alors c'est pas très joyeux non plus, mais je trouve que le noir c'est sobre, c'est classe et que ça va avec tout. Voilà. Ouais, moi aussi j'aime bien le noir. Le noir, le blanc. C'est vrai que les gens disent que c'est pas forcément des couleurs, mais moi je trouve que c'en est une. Oui. Donc voilà, chacun a sa perception des choses. Hein. C'est ça. Si tu devais choisir un livre et un seul, lequel choisirais-tu ? Bah écoute, le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'ai pas terminé, donc je ne sais pas à la fin si j'aurai toujours le même avis dessus, mais je trouve que c'est un bon moyen de se questionner sur justement la manière de travailler qui de toute façon évolue aujourd'hui. On voit plus le travail de la même manière qu'on le voyait il y a 30, 40, 50 ans et plus encore. Et je trouve que c'est un bon moyen de s'interroger, de revoir ses priorités, même si en soi la semaine de 4 heures peut être illusoire, tendre à ça ou du moins avoir un mindset en ce sens-là, je trouve que c'est intéressant. Après, ça peut être, si c'est 4 heures de temps effectif où tu es hyper efficient, ça peut être bon, hein, parce que ouais, c'est vrai, avec parfois on 4 heures par travaille, semaine, mais ouais, c'est ça, 4 heures par semaine. 4 heures par semaine, ouais, c'est 4 heures d'efficience par semaine, voilà, le reste. C'est ça. Quel est le moment de la journée que tu préfères et pourquoi ? Moi, c'est le matin. Je suis très matinale. Je me lève vers 6h30, je vais au sport. Après, je reviens, je prends mon temps quand même, tu vois, je prends mon petit déj, la douche, enfin bref, le classique. Et je trouve que je suis beaucoup plus concentrée le matin. Déjà, la pause déj, elle me met un coup. Le midi, il y a la sieste digestive qui arrive juste après. Et puis en fin de journée, c'est mort, j'arrive plus du tout à être concentrée. Et je me couche assez tôt. Donc, je dirais le matin. Ok, donc une vie bien équilibrée, remplie de sport, de travail, d'une bonne alimentation et un dodo tôt. Tout est ok ça. pour être au top de la rédaction web. C'est ça, exactement. Alors, une question qui va te faire un petit peu réfléchir. Si tu devais faire aujourd'hui un autre métier que ce que tu fais, tu ferais lequel ? Investisseur immobilier. J'investirais dans l'immobilier et c'est un projet que j'ai encore en tête aujourd'hui qui n'a pas encore été développé mais que je compte bien développer. Investir dans l'immobilier et kiffer ma vie. Alors c'est peut-être une vision idéaliste que j'ai du métier mais ouais, c'est ça. Profiter, travailler un minimum de temps et gagner de l'argent quand même pour profiter de mes passions, de mes envies et de ma famille. Parfait. Une qualité qui te caractérise ? Une qualité, je dirais que je suis quelqu'un de assez positive dans la vie de manière générale. Forcément, comme j'expliquais dans le dernier post, on a tous des coups de mou, mais c'est vrai que j'ai tendance à voir plutôt les choses positives, de manière positive, pardon. Et je pense que c'est une qualité parce qu'être entouré aussi de personnes positives, ça fait toujours du bien. Ça remonte le moral, on est plus heureux. Donc, je pense que c'est une bonne qualité. Ouais, comme tu dis, hein, quand on est avec des gens positifs et qu'on donne de l'amour, souvent on en reçoit en retour. Donc, en général, oui. ça. C'est un cercle vertueux, on va dire. À l'inverse, quand on est toujours négatif, du moins qu'on reste dans cet état d'esprit négatif continuellement, c'est un cercle vicieux pour le coup et souvent, il nous arrive toujours des choses pas très top. C'est vrai. C'était déjà arrivé, quand les choses pas très top, je pense à web et d'avoir été un petit peu épinglé là par des haters sur le web. Eh ben écoute, non, pas tant que ça. J'en parlais aussi la dernière fois dans un live. J'ai de la chance. J'ai une communauté qui est plutôt bienveillante. J'ai rarement de messages de haters. Donc je croise les doigts. C'est peut-être parce que je suis positive, tu vois. On y revient. Je vois que les bons commentaires et j'omets et j'oublie les mauvais commentaires. Mais non, ça va. J'ai de la chance là-dessus. Ah ouais, parce qu'on croise quelques rageux. Hein. Oui, on en croise forcément. Ça, je pense qu'on a toujours eu un ou deux quand même dans notre vie. Mais en vrai, j'ai tendance à soit j'essaie de chercher, à débattre un minimum parce que ça reste constructif. Mais si c'est vraiment juste haters, je bloque et comme ça, hop, c'est fini. Je me prends plus la tête. Ok, bonne méthode à retenir. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Ah écoute, mon téléphone portable, je pense. C'est vraiment l'extension de mon bras. Je ne vis pas sans mon téléphone portable. Il est toujours à côté de moi. Là, il est en mode avion, donc attention, grand miracle. Mais ouais, on peut tout faire avec un téléphone portable aujourd'hui, donc je pourrais pas m'en passer. Ouais, c'est ce que disait Ulysse l'humain en fait. Il disait, ah oui, il a juste besoin de son téléphone portable pour faire ses activités en fait.
Ben oui, c'est ça. Non seulement ça permet de faire nos activités, puisqu'on est dans le digital, et en plus de ça, ça permet de rester en contact avec ta famille, tes proches, peu importe où t'es dans le monde. Ça te permet de suivre ton compte en banque, de regarder des séries maintenant avec l'appli Netflix, de faire des calculs si t'as besoin de calculer quelque chose avec la calculatrice. Enfin, tu fais tout avec ton téléphone portable. Tu peux même payer avec ton téléphone portable maintenant. Donc voilà. C'est vrai, on peut tout faire. Bon, après, de temps en temps, c'est bien de se déconnecter un petit peu quand même. Oui, pas trop. C'est sûr, ça fait du bien. Rester dans la vraie vie, c'est bien aussi. Faut le rappeler pour les jeunes générations qui arrivent. C'est sûr. Il existe une vie à l'extérieur de votre téléphone. Allez, la dernière question, avant de parler de mental. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Alors, j'en ai deux, tu vois. Soit le lion, c'est très, comment dire, parce que je suis du signe du lion, tu vois. Le choix est pas très compliqué. Je suis du signe du lion, j'habite à Lyon, donc ça sera un lion. Sinon, le coq, tout simplement parce que je maîtrise bien son imitation. Donc, je me dis peut-être que dans une vie antérieure, j'étais un coq, qui sait. Voilà. Ouais. Et tu serais capable de nous faire une imitation là avant d'attaquer le mental? Si tu veux. Alors attention, préparez vos oreilles. Ah bah voilà, c'est le jingle pour commencer le mental. Après Voilà. le chant du coq, après le chant du coq, on va attaquer le mental. Ça marche. Génial. Alors Inès, on revient un petit peu sur ton parcours. Tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es arrivée à être rédactrice web? Quoi tes études, tout ça? Comment tu es arrivée jusque-là? Ouais, alors initialement j'ai fait un bac S. On s'attend pas forcément à avoir un bac S, mais j'étais assez bonne à l'école et je savais vraiment pas ce que je voulais faire plus tard. Donc on dit que c'est un peu la voie de ceux qui sont bons et qui savent pas quoi faire plus tard. Donc j'y suis allée et puis finalement les métiers qui s'offraient à moi c'était beaucoup de la recherche, des mathématiques, des sciences, bref, on s'en doute. Et je me voyais pas du tout rester toute ma vie dans un laboratoire où les sciences finalement, la chimie, tout ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je me suis dit il faut que tu trouves autre chose et à ce moment-là j'étais fascinée par les journalistes à la télé. Je trouvais leur métier fascinant, qu'ils étaient admirables tous autant qu'ils étaient. Donc je me suis dit je vais aller dans une filière littéraire pour tenter ce métier de journaliste. Et puis en fait on avait une prof à la fac qui était elle journaliste de métier et qui nous a pas dégoûté, mais du moins mis face à la réalité du métier de journaliste, qui est tout autre que ceux qu'on voit à la télé. Donc souvent payé à la pige, un milieu qui est assez fermé, des horaires qui peuvent être parfois assez épuisants. Bref, un portrait pas très attrayant. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et pour le coup, j'avais un autre professeur qui était plus sur le web et qui nous a parlé du métier de rédacteur web. Et je me suis renseignée, ça m'avait l'air chouette. C'était à la fois de la rédaction, à la fois on pouvait exercer en freelance et j'avais déjà un peu cette idée en tête. Et puis, c'est un métier dans l'air du temps. Maintenant, le digital, ça a devenu un incontournable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai terminé mon master donc de lettres appliquées à la rédaction professionnelle et je me suis lancée directement après mes études en tant que freelance. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Plus de 3 ans maintenant. Ça remonte un peu. Et du coup, avec le recul de ces 3 ans, de quoi es-tu le plus satisfaite? Le fait d'avoir lancé ma société. C'est vraiment ça. Je suis très contente d'avoir sauté le pas. Et d'avoir mis en place tout ce que j'ai mis parce qu'effectivement je suis partie de la rédaction web toute seule, je connaissais personne dans le milieu et personne en tant que freelance même dans ma famille, donc j'ai tout fait toute seule. Ensuite j'ai développé mon activité, j'ai lancé ma formation au bout d'1 an qui cartonne aujourd'hui. Ensuite j'ai eu de la visibilité sur LinkedIn, donc je fais un peu de marketing d'influence avec les années folles qui m'offrent plein d'opportunités pour rencontrer des gens et pour faire des partenariats qui sont super chouettes. Maintenant j'ai carrément une petite agence où je délègue des missions à d'autres rédacteurs web freelance parce que mes plannings sont pleins. Donc je dirais que c'est le parcours dans sa globalité dont je suis assez fière. Bon, voilà. Génial. Tu as cité les années folk, c'est ça? Oui, c'est ça, l'agence de marketing d'influence. Ok, c'est une agence, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, écoute, on en sait un petit peu plus sur ton parcours. On va parler de, du coup, on attaque, le mental d'entrepreneuse qui s'est lancé il y a 3 ans et qui cartonne aujourd'hui. Donc ça donne de l'espoir pour tous ceux qui se lancent dès maintenant. Allez-y. Exactement. Si tu devais définir le mot mental, quelle définition tu poserais dessus, toi? C'est compliqué ta question. Le mental, pour moi, je le vois plutôt en vision entrepreneur mindset, donc en anglais. C'est toutes tes pensées.
et ta manière de voir les choses qui vont se répercuter sur ta réalité 3D, entre guillemets. C'est-à-dire que si t'as un bon mental, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas avoir des pensées, une façon de voir les choses qui vont te pousser à continuer, à persévérer, à peut-être mettre aussi les bonnes choses en place et donc avoir des résultats dans la réalité. Et à l'inverse, si ton mental, il est pas au top, ce qui arrive parfois, mais que tu n'arrives pas à en sortir, tu vas plutôt voir les choses de manière négative, tu vas avoir tendance à abandonner plus facilement, à te rabaisser aussi, donc à perdre confiance en toi. Bref, autant de choses qui vont faire que dans la réalité, tu vas pas forcément mettre les bonnes actions en place et tu vas pas avoir les résultats escomptés. Donc le mental, c'est primordial pour moi pour avoir la vie que tu désires, selon toi vraiment, pas selon les autres. Toi Inès, ta préparation mentale personnelle, elle consiste à faire quoi? Tu fais comment toi pour te préparer aussi bien pour le métier, mais même tu me disais que tu faisais du sport, donc peut-être aussi au niveau du sport. Qu'est-ce que tu fais toi bien mentalement? Alors déjà, j'ai des routines en place et je pense que ça aide forcément à conditionner justement le cerveau en fait tout simplement. Ça a été prouvé, c'est que si on fait moi le matin, tu vois, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est toujours la même routine en fait. Je me lève, je vais au sport, je rentre, je prends mon petit déj, c'est toujours le même petit déj. Je prends ma douche, je me mets à mon bureau, je fais ma to-do et j'attaque. Et le fait d'avoir cette répétition des choses, ça met ton cerveau en condition pour lui dire voilà, là c'est le matin, tu sais ce que tu as à faire et tu sais qu'on va travailler et donc tu dois te mettre en condition de travail. Je pense que ça aide aussi. Et sinon, niveau mental, je pense qu'être entouré, c'est hyper important. Moi, je suis très entourée de mes proches et de que ce soit amis ou famille. Et je sais que dès que j'ai un coup de mou, justement, j'en parle tout de suite. Je garde jamais rien pour moi. J'en parle à personne à qui j'ai confiance et je sais qu'ils seront toujours là pour moi pour justement me remonter le moral. Et ensuite, dernière chose, je dirais que c'est aussi tout ce qui est comme tu disais, train de vie, être bien dans son corps, donc avoir une bonne alimentation, faire du sport aussi pour se défouler, etc. Ça te permet d'avoir un bon mental. Je trouve que le mental suit. Et si le mental suit, c'est un cercle vertueux, comme on disait tout à l'heure. T'as une bonne hygiène de vie, tu te sens bien dans ton corps, donc tu te sens bien aussi mentalement. Et tout découle de ça. Donc, pour avoir un bon mental, je dirais avoir une bonne hygiène de vie, avoir des routines en place pour conditionner aussi son cerveau, puisque les routines deviennent des habitudes et deviennent ensuite un mode de vie, et être entouré, savoir s'entourer. Et même si on se sent pas entouré, on a forcément quelqu'un de confiance à qui parler. Et si vraiment on n'a pas d'amis, pas de famille, etc., il existe aussi des professionnels à qui on peut parler si jamais on en ressent vraiment besoin. Voilà. Tout à fait. Il faut pas, quand on en a besoin, il faut pas rester isolé. C'est important d'aller d'avoir un espace de parole, en tout cas, où on peut livrer tout ce qu'on a dans sa tête. C'est important. C'est ça. Ça aide à construire des solutions, de parler aux gens. Exactement. Simplement d'être écouté, ça sert. Même sans avoir ouais, c'est ça. Même sans recevoir de conseils derrière, simplement libérer ce qu'on a dans la tête. Oui, exactement. Ça fait du bien. Est-ce que c'est important pour toi, pour ton mental, d'être enthousiaste au quotidien? Oui. Je pense que ça aide. Après, je trouve que, tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup au développement personnel en ce moment, et je trouve qu'on a un peu aussi cette injonction. Faut pas que ça tombe dans l'injonction de toujours aller bien, parce que c'est aussi un peu ce qu'on peut avoir, et du coup, on va culpabiliser dès qu'on se sent pas bien. Et c'est l'effet inverse, parce qu'on culpabilise de pas être bien, donc on est encore moins bien. Bref, on s'en sort plus. Donc c'est important d'essayer de voir ce qui est positif, mais faut pas pour autant refouler ses émotions. Quand on se sent pas bien, on accueille. Ok, je me sens pas bien, je vais vivre le moment pleinement. Mais par contre, je vais quand même voir pourquoi je me sens pas bien, afin d'identifier et essayer de pas reproduire ce schéma-là à l'avenir. Et surtout, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que j'aille mieux, et surtout qu'est-ce que ce moment difficile m'apporte de manière positive. Alors parfois c'est pas facile de trouver quelque chose de positif quand on a l'impression que rien ne va, mais il y a toujours quelque chose de positif, du moins que ce soit une leçon, une morale ou même quelque chose de positif qui découle de cet événement négatif. Donc on accueille quand même les émotions, mais on essaie de garder un côté positif. Et puis quand on est enthousiaste et quand on est positif, automatiquement on voit les choses positives dans tous les événements de la vie, et même des fois on voit même pas ce qui est négatif tellement on est focus sur le positif, quoi. Oui, c'est vrai. Mais après, comme tu dis très justement, c'est important d'accueillir toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Elles servent en tout cas à aller de l'avant, quoi. C'est il faut ça, surtout pas les refouler, quoi. Non, surtout le pas, corps, il est fait pour
pour nous protéger. Donc si t'envoie des émotions, c'est pas pour rien. Si t'as peur, c'est qu'il a repéré quelque chose qui doit marquer ton attention. Pourquoi t'as peur? Si t'es triste, c'est que c'est quelque chose que le corps considère comme mauvais pour toi. Donc pourquoi il le considère comme mauvais? Enfin voilà, faut essayer de comprendre pourquoi le corps nous envoie des messages aussi, c'est important. Ouais, t'as raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a autre chose, du coup, je veux dire, je rebondis sur tu sais, le post que tu as écrit il y a quelques jours, là, il y a 3 jours, je crois. Ouais. Où tu parlais d'une baisse de motivation au travail, de ta sensibilité, de la vulnérabilité, du live que tu avais vu avec Ulysse sur LinkedIn for Creator, qu'il fallait partager ses victoires, mais aussi ses échecs, qu'il y avait des moments de down, il y avait des pensées négatives. Donc en fait, quand tu l'as rédigé, ce post, parce que souvent ça peut être une technique aussi d'écrire ce qu'on a dans la tête. Quand on n'a personne à qui parler, on peut écrire. C'est quelque chose qui peut faire du bien aussi. Son journal de bord peut être un moment d'écriture et de partage quand on n'a personne. Est-ce que ça t'a fait du bien en fait de pouvoir déjà de l'écrire, ce que tu ressentais, parce que du coup c'était à la base quand tu l'as écrit c'était pour toi, et ensuite tu l'as livré sous forme d'une publication sur LinkedIn, et tu as eu quand même beaucoup de soutien de ta communauté, et du coup voilà, comment t'as vécu tout ça? Oui, alors initialement j'étais un peu réticente à publier ce post justement parce que c'est toujours compliqué de se livrer, surtout quand c'est plutôt des moments de down, c'est plus facile de partager ses réussites, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment le live d'Ulysse où Ulysse parlait de ça qui m'a motivée à le partager. Et puis je me suis dit de toute façon, pourquoi pas, j'ai rien à perdre à partager ça. Au contraire, j'ai tout à y gagner. Et effectivement, il y a eu beaucoup de retours positifs suite à ce post-là, beaucoup de messages de soutien et beaucoup de personnes qui sont venues me parler en message privé directement après pour eux aussi se confier. Donc finalement, ça a libéré la parole de certains qui peut-être gardaient ça aussi pour eux et non seulement ils ont vu que ils étaient pas tout seuls, ça aussi ça peut être bien de voir que parfois que on n'est pas tout seul dans la galère et surtout à un moment, une libération de la parole qui fait toujours du bien. Donc que du positif. Le fait de moi partager, ça m'a libéré d'un certain poids parce que sur les réseaux on a parfois tendance à faire semblant justement dans cette quête de réussite, tout va bien, entrepreneur à succès, blablabla. Donc ça fait du bien aussi de retrouver un peu d'authenticité et de dire voilà, en ce moment spécifiquement ça va moins bien que précédemment, mais moins bien que demain, j'espère. Et de dire aussi, de libérer la parole et on a du soutien. Faut pas croire que en parlant de nos vulnérabilités justement, les gens vont s'en servir et vont le retourner contre nous. Au contraire, ma communauté a été hyper bienveillante et Ulysse partageait ça aussi. Il disait que lui, quand il publie ses échecs ou ses moments de doute, il y a toute sa communauté qui est là pour lui et qui le soutient. Et il a quasiment, évidemment, il y a des moments où on est haters, mais c'est majoritairement positif. Donc faut pas avoir peur de parler, au contraire, ça peut faire du bien. Après, il faut aussi qu'on se sente prêt, évidemment, je n'essaie pas de se forcer. Mais si jamais des personnes en ressentent le besoin, c'est libérateur et en plus de ça les gens aiment ça sur les réseaux sociaux parce que ça nous rend plus authentiques et plus humains aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de ça, il y a beaucoup de ça en fait. On parle beaucoup du digital, mais on tend à l'humaniser de plus en plus parce que c'est important. Voilà, c'est important. Exactement. Ok. Alors, Inès, est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en toi? Alors, c'est un grand travail, ça, mais je crois que ça va mieux. Oui, on va dire oui. Alors, du coup, si ça va mieux, ça veut dire que ça n'a pas toujours été le cas. Comment tu fais pour bâtir ta confiance, toi? Comment tu t'y prends au quotidien pour essayer de mettre des petites graines de confiance chaque jour dans ton sac? Alors oui, effectivement, t'as raison, ça n'a pas toujours été le cas. Même tout l'inverse. Au collège, toute primaire collège, j'étais très timide, mais timide maladive. Presque, j'ai une anecdote alors j'étais très très jeune, j'étais en primaire, en maternelle même pour te dire, donc ma mère m'avait laissée à l'école, logique, et ma maîtresse de l'époque avait appelé ma mère en panique parce que au lieu de me ronger les ongles, je m'étais rongé les doigts carrément, donc je mettais l'entièreté de ma main dans ma bouche, j'étais morte de panique quoi. Donc je sais pas d'où ça vient, mais effectivement timide maladive. Et puis en fait ça a été un déclic, ça a été de me dire Inès, tu peux pas être comme ça parce qu'en fait ça te bousille la vie tout simplement et ça te ferme des opportunités, tu t'auto-sabotes.
finalement. Donc, il faut que tu gagnes confiance en toi. Et ça a été le passage du collège au lycée où, comment j'ai fait au tout début, j'ai fait semblant. On dit fake it until you make it. C'était ça. J'ai fait semblant d'avoir confiance en moi. Donc, déjà, ça a passé par le physique. Pour gagner confiance en moi, alors ça peut être bête, hein, mais je me suis mis à me maquiller, j'ai porté des talons. Je trouve que ça donne confiance en soi quand on est une femme. Et puis, j'ai fait semblant d'avoir confiance en moi. Donc, j'ai agi comme je voyais, selon moi, les personnes qui avaient confiance en elles. Et finalement, tu vois, ça a marché. À force de faire semblant, tu gagnes confiance en toi parce que forcément, les retours sont positifs. Les gens sont beaucoup plus avenants avec toi parce qu'avoir confiance en toi, c'est aussi renvoyer cette image-là et donc donner confiance aux autres. Donc, les autres avaient de plus en plus confiance en moi. J'avais de plus en plus de retours positifs et tous ces retours et toutes ces bonnes énergies, elles me faisaient gagner confiance en moi encore plus. Donc, je dirais que les conseils, ça serait quand on n'a pas confiance, de faire semblant d'avoir confiance en soi. Et ça vient, finalement. Plus on a des retours positifs aussi, plus on gagne confiance en soi. Mais ça, on peut pas vraiment le contrôler, on va dire. Les retours positifs, c'est les gens qui te les donnent ou qui les donnent pas. Et puis, c'est aussi se mettre face à soi-même. Mais réellement. C'est-à-dire, concrètement, quelles sont mes qualités? Vous en avez forcément, on en a tous. On a aussi des défauts, mais ça, on va pas se focus dessus. On se focus vraiment sur les qualités. Et pourquoi j'aimerais être amie avec moi-même. Ça peut être un bon exercice aussi. Est-ce que j'ai envie d'être amie avec moi-même et pourquoi? Et en fait, je trouve que se mettre face à ces qualités-là, au fait qu'on accomplit des choses dans la vie qui sont chouettes, qu'on est entouré de bonnes personnes, qu'on a des choses à transmettre et à donner, ça nous montre que effectivement on peut avoir des défauts ou des choses qui nous décomplexent, mais ça nous représente pas finalement. C'est qu'une infime partie de nous, mais ce qui nous représente vraiment, c'est toutes les belles qualités qu'on peut avoir et qu'on peut transmettre. Et aussi l'exercice, si nous, on n'arrive vraiment pas à être objectif, parce que ça peut être compliqué, de demander à ses proches, justement, nos amis, notre famille, si tu devais donner des qualités, ça serait lesquelles? Et vous allez vous rendre compte que les gens ont beaucoup de qualités à vous donner et qu'il y a souvent en plus les mêmes qui reviennent. Donc ça peut être un bon premier exercice aussi. Très intéressant ce que tu dis, puisque finalement c'est un peu ça fait penser un peu à la programmation neurolinguistique, la PNL, ouais. Où l'idée c'est de reproduire des comportements de réussite, quelque part du coup de s'habituer à réussir, même si au départ on n'a pas une grande confiance en soi, mais se mettre dans la position d'un leader, finalement c'est ce que tu as fait, pouvoir attirer l'attention et puis du coup en avoir les attitudes et mettre en avant ses qualités. Ce qui t'a permis finalement de construire ta confiance et surtout d'attirer aussi le regard vers toi, les compliments derrière, et puis d'amener les gens à t'aimer pour ce que tu es aussi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, donc il y a ce côté où on va faire semblant en attendant d'être vraiment, et ce travail de qualité, parce que en faisant cet exercice-là, il est très efficace, ça c'est sûr, mais on peut se perdre aussi, tu vois, en essayant d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment au fond de nous. Donc faut pas perdre de vue qui on est, avec ses propres qualités, ses propres valeurs aussi et sa propre personnalité. Voilà. Oui, être aligné avec ses valeurs, c'est important. C'est ça. C'est important. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à ton parcours? Ah oui, énormément. J'ai gagné confiance en moi, mais j'ai toujours ce problème-là du regard des autres. Donc c'est une confiance qui est assez fragile, c'est-à-dire qu'elle va être boostée dès que je vais avoir justement des bons retours, des avis positifs, des compliments, du soutien. La confiance, elle est boostée. En revanche, dès que il y a une critique, si on peut appeler ça une critique, dès qu'elles sont constructives ou non d'ailleurs, hein, mais une critique, quelque chose que je vais voir comme du rejet entre guillemets, là, ça dégringole. On perd Inès. Donc oui, le regard des autres, il est très très important pour moi. Je pense qu'on devrait s'en détacher, mais j'ai encore un peu de mal sur ce point-là en tout cas. Ok. T'as une anecdote par rapport à ça? Non, pas vraiment d'anecdote, mais c'est ce que je te dis, tu vois, il suffit qu'on me dise j'en sais rien, une critique, que ce soit sur mon travail ou même sur mon physique, sur ma manière de vivre, sur n'importe quoi, hein, toute critique, c'est une remise en question derrière. Bon, ça dure jamais très très longtemps, hein, je reste pas non plus en dépression, en déprime pendant des semaines, mais c'est vrai que ça joue sur le moral et c'est compliqué. Il faudrait plutôt voir ça comme, est-ce que la critique, elle est, comment dire,
elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un point sur lequel je dois travailler de manière factuelle. Et du coup, c'est bien d'avoir eu ce retour-là parce que ça va me permettre de m'améliorer. Ou au contraire, est-ce que c'est juste une projection des peurs ou de la vision de quelqu'un, mais qui correspond pas du tout à la réalité. Et à ce moment-là, je dois juste passer au-dessus et puis continuer ma vie. Ça serait dans l'idéal la manière de réagir. Maintenant, est-ce que tout le monde réagit comme ça? Je suis pas sûre. On reste humain. Mais oui, je pense que pour vivre heureux, il faut vivre détaché du regard des autres et juste vivre pour soi et les personnes qui nous aiment et qu'on aime en retour. Ça serait l'idéal. C'est vrai, ça serait l'idéal. Motivation, on en a parlé tout à l'heure. Dans ton post, tu disais que bon là, t'avais une petite baisse de motivation. Bon, il y a quelques jours, moi, je pense qu'elle a dû repartir à la hausse depuis. Comment tu fais pour te motiver? Quels sont tes trucs? Alors, déjà boire du thé. J'aime pas le café, mais je bois du thé, ça motive. Et en plus de ça, j'adore danser. Alors ça peut paraître ridicule, hein, mais j'ai la chance de travailler seule chez moi. Donc quand je suis un peu en coup de démotivation justement, je mets mes écouteurs, la musique à fond, la musique qui booste et tout, et je danse dans mon salon. Voilà, donc ça c'est un peu ridicule, mais personne me voit finalement. Et je vous jure que ça fait un boost de motivation de dingue. Vous mettez les musiques Survivor ou Eyes of the Tiger, enfin voilà, les musiques qui vraiment vous font sentir comme le roi du monde. Et là, c'est reparti comme l'an 40. Il y a aussi le sport qui a une bonne dose de motivation. Vous allez courir, vous prenez vos baskets, même si vous avez pas couru depuis des années ou vous faites juste le tour du pâté de maison. Déjà, ça crée une sorte d'adrénaline qui permet de repartir et d'être motivé à bloc. Je pense que c'est 2 astuces qui fonctionnent bien, en tout cas pour moi. Bon, danser, courir, mettre la musique à bloc. Voilà. Non, c'est rigolo. Non, mais c'est bien, franchement. Moi, je trouve ça top. En tout cas, c'est les musiques, des musiques un peu motivationnelles, on peut dire ça. Il y en a qui écoutent des discours motivationnels, mais il y a des musiques, c'est vrai qui peuvent être ancrées à des films cultes ou avec des fortes valeurs de positivisme, de courage, d'aller vers l'avant, dépasser ses limites. Ça peut être intéressant à utiliser aussi. C'est vrai que et du d'ailleurs, coup, c'est Vas-y. Oui, pardon, excuse-moi. Et du coup, ces musiques-là, elles font souvent, il y a eu des ancrages en fait positifs qu'on a eu en regardant les films, et souvent rien que d'écouter la musique, déjà, on arrive à se retransporter dans le film et finalement, ça a un impact positif sur nous, quoi. Non, mais c'est ça. Quelqu'un qu'on admire dans le film, justement, pour sa motivation, les valeurs qu'il transmet, ne serait-ce que d'écouter la musique du film, ça nous replonge dans ces énergies-là, on va dire. Et tu parlais des vidéos aussi motivation, où ça va être plutôt des discours. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'en écoute 2, donc du coup, j'en profite pour les glisser si jamais ça intéresse des personnes. C'est une vidéo YouTube de Terry MLR Motivation. C'est Tu en es capable. Et la vidéo est juste dingue. Et en plus, ça parle justement aux entrepreneurs. Et une autre vidéo de David Laroche qui dit je vais tout donner. Vidéo motivation, je vais tout donner. Et vous écoutez ces 2 vidéos-là, ça dure 10 minutes à la suite. Et vous êtes reparti pour la journée. C'est bon. Ouais, c'est vrai en tout cas, David Laroche, il est très connu pour tout ce qui est développement personnel. C'est sûr que c'est assez intéressant ce qu'il raconte. Toujours. C'est ça, ça motive. Alors, est-ce que selon toi, pour réussir, il faut un plan? Pas forcément, mais c'est quand même mieux. Dans le sens où ceux qui attendent que tout soit parfait et que le plan soit opérationnel et qu'il n'y ait aucun problème, au contraire, ça va vous bloquer. Il faut avoir une idée de ce que vous vouliez faire, il faut savoir pourquoi vous le faites et il faut vous lancer. Et en dire, après, on verra les détails techniques une fois qu'on aura les mains dedans. Mais le plan, c'est quand même mieux. Moi, j'ai commencé sans plan et après, j'ai mis le plan seulement tardivement. Et c'est vrai que depuis que j'ai mis un plan en place, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins stressant aussi. Moi, ça me rassure d'avoir un plan sur lequel me poser. Donc, faites un plan, mais n'attendez pas que votre plan soit parfait non plus pour vous lancer, quoi. Osez aussi vous lancer sans que tout soit prêt, parfait et calculé dans le moindre détail. Quand tu parles de plan, tu parles de plan de com, plan stratégique. Qu'est-ce que tu mets dans le plan, toi? Oui, il y a un peu de tout. Alors, ça peut être un plan, ça peut être aussi une vision, un plan à moyen, court terme, long terme. Mais c'est aussi, oui, moi, c'était plutôt manière stratégique, dans le sens où je veux développer la rédaction, quels sont les axes de communication qui marchent bien, quel est le marketing qui marche bien. Puis après, on découpe toutes les grandes étapes en plus petites tâches pour que ça fasse moins peur, évidemment. Et bref, ça nous donne une grande série de tâches et un peu planifié aussi dans le temps pour atteindre nos objectifs.
Voilà, c'est ce qui permet aussi, on suit le plan et ensuite on avise, quoi. On voit si ça fonctionne, si ça apporte les résultats escomptés ou pas. Et ça va être stratégique, communication, marketing, vision aussi, valeurs, pour justement toujours rester aligné avec ses valeurs. Ça va être un peu tout ça. Oui, c'est important de le faire, en tout cas, je veux dire, d'avoir, même quand on a une entreprise, c'est important de porter ses valeurs haut et fort. Ouais. On va parler un peu on va revenir sur la gestion des émotions, justement, pareil, dans cette fameuse publication il y a 3 jours, je reviens dessus, je fais une fixette dessus, tu as vu. Mais du coup, tu parlais de sensibilité, de vulnérabilité. Donc, voilà, c'est des émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une forte pression à gérer? Et du coup, comment toi tu fais quand tu as ce genre de choses qui t'arrivent pour mieux gérer la pression, alors en tout cas faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Alors, tu vois, je te parlais que j'avais un problème vis-à-vis du regard des autres, et j'ai un deuxième problème, c'est la gestion des émotions. Alors, c'est toute une histoire aussi chez moi, la gestion des émotions. Je vis tout passionnellement, mais du coup vraiment tout. C'est-à-dire que quand je suis triste, tout le monde sait que je suis triste. Hein. Alors je pleure, je suis en crise d'angoisse, en crise de panique. Ça va pas. Quand je suis énervée, on dirait que je suis hystérique. Et quand je suis heureuse, on dirait que je suis euphorique. Tu vois, il y a pas trop de gestion dans mes émotions, et c'est un problème aussi parce que quand tu vis en communauté, c'est quand même bien de savoir gérer un minimum tes émotions, du moins les contrôler pour pas partir dans tous les sens non plus, les accueillir mais les contrôler. Alors du coup, j'ai quand même dû mettre en place des choses, évidemment pour ce soit plus facile à vivre. Ça va être de me poser, enfin de dire, Inès, alors c'est une question bête aussi, mais ça va être, est-ce que t'es consciente? Donc dès que je vois que je pars en crise de nerfs, je me dis, Inès, est-ce que t'es consciente, dans le sens, est-ce que t'es rationnelle? Est-ce que tu penses que t'es pas un peu dans l'excès ici? Déjà, rien que te poser la question, ça te recadre un peu les idées. Après, ça va être de me poser et de faire des respirations profondes. Vraiment de inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et me focus sur la respiration pour taire les pensées, en fait, tout simplement. Et les émotions, elles vont entraîner des changements de rythme cardiaque, donc de pression et tout ça, bref, corporel, je suis pas médecin non plus, mais voilà. Donc le fait de respirer, ça va permettre de justement contrôler ces effets des émotions et de retrouver une stabilité, on va dire, dans les émotions. Et ensuite, une fois que je me suis calmée, de me dire, justement, d'analyser ces émotions-là. Pourquoi t'as eu cette émotion-là? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Est-ce que c'était légitime ou non? Qu'est-ce que tu pourrais faire à l'avenir pour que ça se reproduise pas? Et donc ça, c'est quand ça se passe dans l'idéal. Et quand ça se passe vraiment pas, enfin ça ne fonctionne pas, une bonne douche froide, ça passe toujours bien aussi. C'est pas mal. La douche froide, elle est efficace. Bon, en tout cas, tu utilises une technique, ce qui est connue, c'est la cohérence cardiaque finalement. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui t'apaise, et en tout cas qui, par le biais de la respiration et comme tu disais, le fait de faire redescendre ton rythme cardiaque, ça te permet de mieux gérer du coup ta pression. Mais après, j'ai envie de te dire, ça te permet de comment dire, t'es authentique en fait. Donc du coup, peut-être que tu réagis de manière excessive selon toi, mais en tout cas ça fait de toi quelqu'un d'authentique, et on sait au moins dans quel état tu es dans ces moments-là, quoi. Même s'ils sont pas si simples que ça à gérer pour toi, mais en tout cas ça permet de savoir où t'en es, quoi. Oui, c'est vrai que justement j'avais fait l'exercice des qualités, défauts, etc. avec mes amis, et il y en a beaucoup qui disaient t'es authentique, qui était revenu, et oui, passionné. Effectivement, oui, je pense que ça découle de ça, qui sont des qualités, hein, authentique, passionné, ça peut être très très chouette. C'est vrai qu'il y a le penchant un peu plus dérangeant, mais effectivement, on met en place des techniques pour essayer de contrôler tout ça. Ok, en parlant de technique, c'est souvent une question que je pose aux gens qui travaillent un peu dans le monde du digital. Comment tu fais pour optimiser ta concentration? Parce que c'est pas si simple que ça de rester concentré longtemps sur des ordis ou sur des tâches répétitives, ou être concentré sur un univers dans lequel tu dois écrire pour quelqu'un, tout ça. Comment tu fais? Oui, alors déjà ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça a été prouvé que une bonne hydratation, des bonnes nuits de sommeil, une bonne alimentation, ça va jouer sur la concentration. Si t'es mal hydraté, t'es moins bien concentré. Si tu dors pas bien la nuit, t'es moins concentré. Tout est lié. Donc déjà, avoir une bonne hygiène de vie, ça aide à être concentré. Ensuite de ça, je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, la routine, ça conditionne le cerveau. Donc si le cerveau est conditionné, il sait que maintenant, il doit travailler, il est plus focus, il est plus concentré. Ensuite de ça, il y a les petites techniques classiques. On met le téléphone en mode avion, justement, on parlait du téléphone tout à l'heure. Les notifications, il y a rien de pire
pour être déconcentré. Donc on coupe son téléphone, on met en mode avion, on le met même dans un placard, j'en sais rien, pour l'enlever de notre champ de vision. On coupe aussi les notifications sur son ordi en essayant d'éviter d'ouvrir 100 milliards d'onglets justement avec tous les réseaux sociaux, la boîte mail et tout ce qui s'ensuit. Et on se met dans un lieu calme. Moi, je sais que je suis incapable, alors ça c'est peut-être personnel, mais je suis incapable de travailler en open space avec des gens autour. Incapable, parce que justement, il y a trop de parasites autour de moi, trop de bruit. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets vraiment dans mon bureau, qui est mon espace de travail. Donc là aussi, ça conditionne d'être dans mon bureau. Et je suis au calme. Personne ne me dérange. Je ferme toutes les fenêtres pour pas avoir les bruits de voiture parce que j'habite en plein centre de Lyon, donc les voitures passent. Mais voilà, le calme, on coupe les notifications. Je pense que c'est le mieux pour rester concentré. Et après, c'est de concentrer ses pensées aussi. Parce que ça peut être le coup de je pense à la liste de courses, je pense à ma mère qui m'avait dit d'acheter je sais plus quoi, je pense à mon problème avec telle personne. Non, on oublie, on fait des respirations, on se concentre et tout ça, on y pensera quand on fera la pause. Voilà. Ok. Plein de tips pour nous aider à être mieux concentrés sur nos tâches digitales sur l'ordi en coupant tout. C'est ça. Allez, une petite dernière, et après on conclura cet épisode. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis assez d'accord. Et pareil, il y a une petite nuance, comme toujours. Je suis d'accord. La détermination, la persévérance, c'est des qualités qu'on retrouve chez la plupart des entrepreneurs à succès, si on peut dire ça comme ça. Parce que si t'abandonnes au moindre échec, forcément, tu peux pas avancer parce que des échecs, on en connaît tous. Il y a personne qui a eu un parcours professionnel ou de vie où tout était parfait. Il y a eu aucun échec, aucun moment de doute, c'est faux. On a tous connu des échecs. Ce qui fait la différence, c'est que eux n'ont pas abandonné. Au contraire, ils ont analysé l'échec, rebondi, optimisé. Ils ont persévéré. Moi, je dis toujours, la seule moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Donc voilà. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut persévérer coûte que coûte si ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place une stratégie, on l'essaye forcément dans le temps, parce que c'est pas en 2 semaines qu'on va avoir des résultats tangibles, mais on perdure, on essaye. Et si la stratégie elle fonctionne pas, elle porte pas ses résultats au bout de 6 mois, même 1 an, si pour les plus persévérants, ça veut dire que ça fonctionne pas tout simplement. Donc ça sert à rien de persévérer et de ne rien lâcher. On garde en tête l'objectif, mais on change la stratégie. Voilà. Ok. Alors moi aussi j'ai une vision de l'échec. Je pense que les gens qui ne s'arrêtent pas aux échecs, c'est parce que pour eux ce ne sont pas des échecs. Ce sont des expériences sur lesquelles ils capitalisent et ils essayent de faire mieux à chaque fois. Et c'est pour ça qu'ils sont déterminés et persévérants. Parce que du coup, à partir du moment où on considère ce mot-là, échec, là, on en parle beaucoup, des échecs, des entrepreneurs qui réussissent. Mais en fin de compte, ils font des expérimentations un petit peu comme des chercheurs dans un labo, quoi. Il n'y a pas d'échec, il y a que des essais et des erreurs éventuellement, et on recommence un nouvel essai, on refait peut-être une erreur, mais à chaque fois on progresse vers, pour trouver sa solution ou quelque chose qui fonctionne, quoi. Oui, puis c'est bien de le voir comme ça, t'as raison, plutôt en expérience. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font un échec et qui n'arrivent pas à se pardonner, entre guillemets, ou à passer outre. Il faut se dire qu'à ce moment-là, au moment où on a fait cette erreur ou cet échec-là, on était une version de nous-mêmes et on pensait faire du mieux qu'on pouvait. Et à partir du moment où on a fait cette erreur, cette expérience, on est devenu une nouvelle personne, une personne en version améliorée, entre guillemets, et de manière à ce qu'on ne refera plus cette erreur ou cet échec, parce qu'on a appris, on a grandi. À partir du moment où on a eu cette expérience, on a appris, on a grandi. Donc ça sert à rien de rester bloqué dessus et de se morfondre dessus. Voilà. C'est clair, c'est exactement ça en fait. Sans le matin quand tu te lèves, tu vis une journée de 24 heures. Dans ta journée de 24 heures, elle va être remplie que d'expériences. À la fin de ta journée, tu débriefes toutes les expériences que tu as vécues et le lendemain matin, tu repars sur une nouvelle journée de 24 heures et t'es une nouvelle version de toi-même à chaque jour en fait finalement. C'est ça. Et on apprend chaque jour et jusqu'à la fin de notre vie, il n'y a pas un moment où on arrête d'apprendre, on arrête de grandir parce que comme tu dis, la vie est faite d'expériences, de toute façon, d'expérimentation et d'expérience. Donc voilà. Voilà. Bon, moi, c'est ma vision en tout cas, c'est ma vision des choses par rapport à... Parce que je trouve que échec, c'est vraiment dur, ça, comment dire, quand on capitalise que sur des échecs, c'est compliqué, quoi. Donc, je trouve que voilà, avoir cette vision de transformer ce mot ou le supprimer de son langage pour en voir que des expériences sur lesquelles on peut
fructifier, c'est top en tout cas. En tout cas, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je trouve que c'est mieux d'avoir ça en tête que le reste. Oui, alors on arrive sur la fin de l'épisode. Déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est déjà de te remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Et comme le veut aussi la tradition du podcast, en fait, je laisse systématiquement le mot de la fin à l'invité. Et si tu as envie de nous livrer quelque chose, aussi bien du coup pour les gens qui nous écoutent ou pour je sais pas moi, faire la promotion d'une association caritative que tu veux encourager, ou voilà, t'as le mot de la fin, il est pour toi. Et écoute, vas-y, lance-toi, on t'écoute. Cette pression que tu me mets. Non, déjà, je tenais aussi à te remercier pour l'invitation. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça serait un conseil, ça serait le fameux slogan Just do it, parce que je trouve qu'il est très puissant. C'est vrai, parfois, faut arrêter aussi de se poser 100 milliards de questions. Vous avez envie de faire de quelque chose, vous savez que c'est bénéfique pour vous, que c'est quelque chose qui va vous apporter et qui vous tient à cœur, faites-le. Et on verra pour la suite. On verra, on improvisera après. Et le mot de la fin, c'est bisous maman, j'espère que tu m'écoutes. Et je passe te voir demain. Bon, c'est voilà. Super. Ok, tu nous finis par un petit chant du coq pour terminer le podcast ? Allez, ça marche. Alors, attends. Voilà. Le jingle de la fin. Et écoute, merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer sur Paris à l'occasion ou sur Lyon. Ça marche, aucun souci. Ciao, passe une belle journée. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.